Rebonjour aux élèves de 7e Bio 4. Voilà, deuxième vidéo pour le deuxième chapitre sur l'origine de la vie. Donc, on a vu dans la première partie de ce chapitre que visiblement les premières molécules organiques seraient apparues sur Terre. Ensuite, elles auraient formé des polymères, donc ce serait assemblé en polymères. Ensuite, de l'information génétique serait apparue. Et pour englober le tout, on aurait eu une membrane plasmique, donc des premières cellules. Voilà. Alors, je continue avec cette deuxième vidéo. Donc, l'apparition des premières cellules. Je vous ai dit à chacun de croire ce qu'il veut, puisque les scientifiques ont des hypothèses, mais aucune certitude. D'accord? Il y en a qui disent que la cellule est tellement bien faite que ça ne peut être que la création de Dieu, ce qui n'est pas impossible. Ça va? À chacun de croire, comme je vous le dis, ce qu'il souhaite. Alors, ce qu'on pense en tout cas, et tout ça va être, tout ce que je vais raconter, ce sont des hypothèses. Ce qu'on pense en tout cas, c'est que les premières cellules seraient apparues dans les profondeurs des océans. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y avait pas de couche d'ozone. Donc du coup, il y avait beaucoup d'UV. Beaucoup d'UV, rappelez-vous que les UV, ça brûle. Donc c'est impossible que des cellules aient survécu sur le continent ou dans les couches superficielles des océans. Donc la vie serait apparue dans les profondeurs des océans. Alors les premiers organismes apparus sur Terre seraient des unicellulaires, donc des bactéries ou des archébactéries, peu importe, on ne sait pas encore, mais donc c'est des cellules prokaryotes, des organismes unicellulaires qui sont prokaryotes, d'accord? De toute façon, là on ne parle que des prokaryotes. Alors comment est-ce qu'elles auraient survécu? En faisant quoi? Eh bien en faisant la fermentation. Je vous encourage vivement à me suivre avec votre cours à côté de vous, d'accord? Donc voilà. Dans cette page-ci, que vous compléterez sur version papier, et j'insiste vraiment pour ne pas que vous passiez des heures devant l'ordi. Donc, premier organisme apparu sur Terre, ce seraient des cellules prokaryotes qui pratiquaient la fermentation. Pourquoi est-ce qu'on pratique la fermentation? Eh bien, pour se procurer de l'énergie. Vous savez qu'il y a une méthode beaucoup plus rentable pour fabriquer de l'énergie, c'est de respirer. Mais pensez à une chose, il n'y avait pas d'oxygène sur Terre, donc la respiration était impossible. Donc les premières cellules apparues sur Terre pratiquaient la fermentation. Ça veut dire qu'elles prenaient dans la soupe primitive, donc dans les océans, des petites molécules organiques et qu'elles les dégradaient pour produire de l'énergie. Ça, rappelez-vous aussi que la fermentation, en général, elle rejette du CO2. Alors, ce qu'on pense, c'est que le rejet de CO2 important par ces premiers organismes aurait facilité l'apparition d'autres organismes aussi unicellulaires prokaryotes, qui utilisaient ce CO2 en faisant quoi? En faisant la photosynthèse, donc début de la photosynthèse. Okay? Alors la photosynthèse, vous connaissez bien l'équation de la photosynthèse. Le but de la photosynthèse d'abord, c'est de produire des molécules organiques, ce qui va être bien pour régénérer tout ce qu'il y a dans notre soupe primitive. Donc l'équation de la photosynthèse, 6CO2 plus 6H2O plus de l'énergie qui vient du soleil se transforme en C6H12O6, du glucose dans le premier temps, et 6O2. Alors ces O2, cet oxygène est enfin rejeté dans l'atmosphère. Et donc c'est suite à l'apparition d'organismes unicellulaires prokaryotes qui pratiquaient la photosynthèse que l'oxygène a été rejeté dans l'atmosphère. Ça va? Alors, grâce à ça, on pense que la couche d'ozone s'est enfin formée. Pour info, la formule de l'ozone, c'est O3. Donc, il est facile de comprendre que O2 peut facilement se transformer en O3. Alors, s'il y a une couche d'ozone, eh bien, c'est super. Ça veut dire que les organismes peuvent monter dans les couches superficielles des océans, voire sur Terre, puisqu'ils sont protégés partiellement des rayons UV. Ça va, c'est une des premières conséquences. L'autre conséquence serait l'apparition de nouveaux organismes, toujours des unicellulaires prokaryotes, mais qui pratiquent la respiration, qui utilisent ce dioxygène, et donc qui pratiquent la respiration. Alors, la respiration, vous connaissez aussi l'équation. Je vous entends pas. Oh ben d'ailleurs, ça coupe. Donc, équation de la respiration, C6H12O6
plus 6O2 se transforme en 6CO2 plus 6H2O plus de l'énergie. Et vous savez que c'est le but de la respiration et que c'est beaucoup plus rentable que la fermentation. Voilà. Donc, voilà comment se seraient déroulées les choses par ordre chronologique. Première cellule, toujours, donc c'est toujours ici on parle de cellules prokaryotes unicellulaires. D'abord, celles qui pratiquent la fermentation qui rejettent du CO2 dans l'atmosphère. Le CO2 aurait facilité l'apparition d'organismes qui pratiquaient la photosynthèse pour fabriquer des molécules organiques et qui ont rejeté de l'oxygène, apparition d'oxygène sur Terre, ce qui aurait permis, de fabriquer l'apparition de la couche d'ozone et d'avoir un nouveau type de métabolisme qui est la respiration. Voilà. Alors, si on regarde un peu plus, eh bien, suite à ça, donc, si vous regardez dans les pages suivantes, on vous explique tout ça. Excusez-moi, je suis en train de régler l'ordinateur. Suite à ça, eh bien, donc ça, c'est les 3 premiers points de la page suivante. Mais sachez que suite à cela, eh bien, les premières cellules avec un noyau, donc les premières cellules eucaryotes, se sont formées. Alors, les premières cellules eucaryotes, comment est-ce qu'elles se sont formées? Eh bien, on pense, la théorie la plus répandue à l'heure actuelle, c'est la théorie endosymbiotique, et je vais vous en parler de suite. Oups, je suis en train de passer beaucoup de choses, voilà. La théorie endosymbiotique. Oups. Donc, on est ici, une cellule, je vais peut-être montrer un petit peu et agrandir l'image. Voilà. Alors ici, on a une cellule simple avec l'ADN qui baigne dans le cytoplasme, donc on est bien dans le cas d'une cellule prokaryote, un organisme unicellulaire prokaryote. Et alors, vous voyez que petit à petit, donc l'ADN ici qui baigne dans le cytoplasme, eh bien, va être entouré par des invaginations de la membrane. Et on a création d'un noyau. D'accord? Donc, on est à des organismes eucaryotes. Les cellules se transforment en organismes eucaryotes. Ensuite, vous voyez ici, eh bien, qu'il y aurait des bactéries ou des archées qui pratiquaient la respiration, qui seraient rentrées dans les cellules, dans les cellules qui commençaient à avoir un noyau. Eh bien, ces cellules, il y aurait une symbiose. C'est pour ça qu'on parle de théorie endosymbiotique. Donc, en fait, ces petites cellules seraient rentrées et auraient pratiqué la respiration. Donc, ça aurait permis à nos cellules ici de respirer. Et les mitochondries, les cellules qui respiraient, ont certainement reçu des sucres, des matériaux de construction, etc., de la cellule. Donc, d'où la symbiose qui est positive pour les deux organismes. Et donc, ces petites cellules qui sont rentrées dans la première, qui faisaient la respiration, eh bien, on les a appelées au fur et à mesure des mitochondries. Donc, on pense que l'origine des mitochondries, eh bien, c'était des bactéries qui pratiquaient la respiration. Alors, pour les chloroplastes, c'est à peu près la même chose, sauf que, en plus des mitochondries, eh bien, on aurait eu des bactéries qui pratiquaient la photosynthèse, qui seraient rentrées dans des cellules eucaryotes, donc déjà avec des mitochondries, et qui auraient donné des chloroplastes. Et donc, on aurait eu séparation ici du règne animal et du règne végétal. Ça va? Voilà, donc ça, c'est la théorie endosymbiotique. Il y a beaucoup de preuves en faveur de cette théorie endosymbiotique. L'argument le plus frappant, c'est le fait que toutes les deux, donc les chloroplastes comme les mitochondries, possèdent de l'ADN, d'accord, et se répliquent eux-mêmes dans la cellule. Donc ça semble être quand même assez particulier. C'est pas comme l'appareil de Golgi, c'est pas comme le réticulum endoplasmique ou comme les autres organites, d'accord. Alors si on regarde aussi de plus près, on voit qu'il y a beaucoup de points communs entre les bactéries actuelles et les chloroplastes et même les bactéries. Par exemple, le type de ribosome ou bien le type d'acide aminé, pas les acides aminés, excusez-moi, le type de molécules. Donc voilà, il y a beaucoup de points communs, je vous laisserai lire tout ça. Mais la preuve la plus indirecte, si on peut dire preuve puisqu'on n'en est pas certain, une théorie c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Donc la preuve la plus indirecte, c'est
fait que les deux possèdent de l'ADN. Ça va? Donc ici, on a eu, donc je reprends, les premiers organismes qui pratiquaient la fermentation, puis ensuite la photosynthèse, puis ensuite la respiration, et puis enfin, on a apparition d'organismes qui ont un noyau, des cellules eucaryotes. Et enfin, dernier stade, entre guillemets, apparition de pluricellulaires, d'organismes pluricellulaires. Alors juste pour la petite histoire, parce que ça, c'est pas dans votre cours, il faut, pour que les cellules collent entre elles, du collagène. Et du collagène, eh bien, ça contient beaucoup d'oxygène. Donc ça, c'était pas possible non plus d'avoir du collagène avant l'apparition de l'oxygène dans l'atmosphère. Ça va? Donc voilà. Donc vous avez bien compris, j'espère, les 5 points. Hop, hop, hop. Et donc j'arrive à la conclusion générale sur la théorie endosymbiotique. Je pense que je vais vous laisser lire la fin tout seul. Si vous avez compris, eh bien c'est extraordinaire. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Oui, juste une petite remarque. Vous avez une image ici qui montre l'apparition des organismes. Donc ici, l'origine de la Terre. Donc la Terre a 4,6 milliards d'années. Et vous voyez que pendant à peu près 1 milliard d'années, il n'y aurait pas eu d'organisme sur Terre. Je vous dis, pour dater, c'est très compliqué. Et puis, les premiers prokaryotes seraient apparus. Prokaryotes qui faisaient la fermentation, puis prokaryotes qui faisaient la photosynthèse. Et puis alors, on n'a pas ici ceux qui font la respiration, mais voilà, c'est pas indiqué sur ce schéma, mais ça va être vu ici. Ensuite, des eucaryotes unicellulaires, pendant très longtemps aussi. Et puis enfin, apparition d'organismes pluricellulaires grâce au collagène dont je vous ai parlé. Et puis alors là, apparition des animaux, des végétaux. Donc n'oubliez pas que tout ça est lié aussi à la théorie endosymbiotique, et j'insiste vraiment sur cette théorie, donc que les chloroplastes viendraient de cellules qui pratiquaient la photosynthèse et les mitochondries viendraient de cellules qui pratiquaient la respiration et qui sont rentrées en symbiose avec d'autres cellules. Et alors ici, si vous regardez bien, eh bien, les humains, vous voyez, c'est la petite barre brune, je ne sais même pas si on la voit sur de loin ici. Pourquoi? Parce que si on organise l'histoire de la vie sur Terre comme une horloge, eh bien l'Homo sapiens, notre espèce en tout cas, elle serait apparue dans les dernières secondes, donc sur une échelle de 24 heures. Donc vous voyez qu'on est des petits nouveaux sur Terre. On n'a jamais cohabité avec des dinosaures comme le pensent certaines personnes aux États-Unis, beaucoup de personnes aux États-Unis, puisqu'il y a des musées de l'évolution où Adam et Ève se promènent en dessous des dinosaures. Jamais nous n'avons cohabité avec des dinosaures, ils ont disparu bien avant que nous apparaissions. Voilà, j'en ai terminé pour ce deuxième chapitre. J'espère que ce n'est pas du trop lourd et encore une fois, courage, je vous embrasse et dites-moi s'il y a trop de travail, s'il vous plaît. Un feedback me fait toujours plaisir. Je vous embrasse fort et je vous souhaite beaucoup de courage pour tout, pour la biologie mais pour le reste aussi. Prenez bien soin de vôtres, prenez soin de vous. Ciao!